à quoi sert un réacteur nucléaire? Eh bien, en fait, ça sert à faire bouillir de l'eau en grosse quantité et d'utiliser la vapeur produite pour faire tourner une turbine qui entraîne un alternateur qui fait l'électricité. Tout ceci, non pas en faisant brûler du charbon ou du fioul comme d'autres centrales, mais en faisant de la fission, c'est-à-dire sans faire de la combustion, sans émettre de gaz à effet de serre. Et ça n'est malheureusement, d'une certaine façon, économe que si le réacteur est gros, que s'il y a des grosses quantités. Donc on sait faire des petits réacteurs, on sait faire des réacteurs économes, mais ce n'est pas les mêmes. Alors on va voir un peu comment ça fonctionne dans la pratique. Donc dans la pratique, on part d'un combustible qui constitue le cœur du réacteur, celui où va se maintenir une réaction de fission en chaîne. La fission dégage de la chaleur et c'est cette chaleur qui va être utilisée pour faire bouillir de l'eau, comme on disait, mais pas du premier coup. Donc ce cœur lui-même est à l'intérieur d'une grosse cuve en acier très épais avec une entrée, une sortie et un gros couvercle boulonné. Et dans ce couvercle, on peut faire passer ce qu'on appelle des barres de contrôle, c'est-à-dire des absorbants qui viendront plus ou moins absorber des neutrons pour maintenir la puissance du réacteur au niveau qu'on veut, en ajustant la réaction en chaîne elle-même. Donc l'eau, elle arrive par là, elle vient refroidir le cœur, l'eau chaude repart par là. Tout ceci se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle un circuit primaire qui est fermé sur lui-même. Alors ce circuit comporte notamment un composant qu'on appelle un pressuriseur. Donc on va dire le cœur, la cuve, les barres de contrôle, le pressuriseur. Le pressuriseur, lui, il fait une bulle de vapeur pour maintenir toute l'eau qui est ici en bleu à l'état liquide. Donc elle ne bout pas à cet endroit-là. Alors en revanche, ce circuit ensuite va entrer dans un autre composant qu'on appelle un générateur de vapeur. Il va en ressortir après. Et là, il va passer par toute une forêt de tubes minces en U qui sont un peu comme un chauffe-eau, si vous voulez, parce que ce générateur de vapeur, effectivement, l'eau arrive par là, l'eau chaude par là, passe à travers les tubes, redescend, donc refroidit par là, et entre-temps, elle a fait bouillir, elle a fait bouillir de l'eau, et la vapeur est envoyée à la turbine qui va entraîner l'alternateur, etc. Mon circuit primaire se referme sur lui-même. Je vous ai dit, c'est un circuit fermé sur lui-même. Donc, à partir de là, on passe par une pompe pour que ça circule. Et ça revient là-haut. Donc la vapeur, elle, on l'envoie dans un autre bâtiment, faire marcher une turbine qui entraîne un alternateur qui fait de l'électricité. Donc là, ça part vers une ligne à haute tension. En sortant de la turbine, la vapeur entre dans un gros bidon qu'on appelle un condenseur, parce que son rôle justement c'est de condenser la vapeur pour qu'elle redevienne de l'eau et cette eau sera renvoyée dans le générateur de vapeur. Donc tout de suite, on termine l'histoire comme ça.
condenseur, générateur de vapeur, turbine, alternateur. Et pour condenser justement cette vapeur, eh bien, on fait entrer dans ce condenseur tout un tas de tuyaux avec de l'eau de mer ou de l'eau de rivière, suivant l'endroit où on se trouve, et c'est ça la source froide. Donc vous voyez que le circuit primaire est fermé sur lui-même, le circuit secondaire est fermé sur lui-même, et seulement le circuit tertiaire, celui qui est ouvert sur l'environnement, a de l'eau qui arrive pour refroidir l'ensemble. Alors, par rapport à l'énorme quantité de radioactivité qu'on fabrique dans le cœur, pour en protéger le public et l'environnement, eh bien, on a un certain nombre de barrières. Donc, les combustibles du cœur sont eux-mêmes à l'intérieur de gaines métalliques étanches. Donc, en temps normal, tout reste à l'intérieur de la gaine. Si par hasard une gaine était fissurée, eh bien, il y aurait des produits radioactifs qui partiraient, mais ils partiraient dans le circuit primaire fermé sur lui-même. C'est la deuxième barrière. Et pour être tout à fait sûr, si je peux dire, on enferme tout le circuit primaire dans un gros bâtiment que voilà, très épais, en béton précontraint. Et maintenant, d'ailleurs, dans les modernes, on en met deux, pourquoi pas, tant qu'on y est. Donc deux bâtiments qui sont l'enceinte de confinement et qui constituent la troisième barrière. Si la première barrière et la deuxième barrière perdaient leur étanchéité, ça resterait encore à l'intérieur de cette troisième barrière. Vous avez là le fonctionnement d'un réacteur typique, comme on en a 58 en France. Les réacteurs nucléaires produisent de l'électricité en faisant bouillir de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la fission de leur combustible. Mais qu'est-ce que la fission? Eh bien ça, il faut revenir au moment où on l'a découverte, c'est-à-dire dans les années 30. 1930, hein, il est clair. On commence par 1932 et Lord Chadwick, en fait, découvre une particule qui s'appelle le neutron, la première particule qui n'a pas de charge électrique. Et tout de suite, tous les physiciens d'Europe pensent que c'est vraiment intéressant d'avoir une espèce de sonde qui peut aller directement titiller le noyau des atomes sans être gêné par les électrons, ni sans être gêné par les protons de l'atome. Et un certain nombre d'équipes se mettent à utiliser le neutron comme sonde pour voir comment était formé ce noyau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant sur comment est fait un atome, comment est fait un noyau, etc. Et donc, un personnage très important qui s'est fait une spécialité de ça, c'était Enrico Fermi. Alors, prix Nobel, etc. Et qui sera aussi célèbre pour avoir fait le premier réacteur beaucoup plus tard. Enrico Fermi commence à envoyer des neutrons dans tous les éléments qu'on trouve dans la table de Mendeleïev. Et à peu près à chaque fois, il se produit la même chose, c'est-à-dire le noyau cible absorbe un neutron. Du coup, il a un neutron de trop, il devient radioactif, c'est-à-dire qu'il transforme un de ces neutrons en proton en éjectant un électron. Et donc, il a un proton de plus, c'est plus le même élément chimique. Et donc, ce système, ce qu'on appelle la radioactivité bêta, eh ben, il le trouve à peu près partout. Puis, il arrive au noyau le plus lourd qu'on trouve dans la nature, qui est le noyau d'uranium. Et donc, en envoyant ces neutrons dans l'uranium, Fermi est persuadé qu'il fabrique des transuraniens, c'est-à-dire un élément encore plus lourd que l'uranium. Mais le problème, c'est que dans ses analyses, il ne le trouve pas. Alors il envoie immédiatement un message dans toutes les équipes de physiciens en leur disant « Vous devriez essayer d'envoyer des neutrons dans un noyau d'uranium, dans une cible avec des noyaux d'uranium, parce que je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe. » Et effectivement, là, on est en 1938. Les premiers qui trouvent ce qui se passe, justement, c'est une équipe allemande qui était dirigée par Otto Hahn,
et son gendre Fritz Strassmann, eux c'était des chimistes fins qui savaient bien faire de la chimie analytique, et ils trouvent, après avoir envoyé des neutrons dans de l'uranium, ils trouvent du barium. Alors ça c'est étonnant parce que le barium il n'est pas plus lourd que l'uranium, au contraire il a une masse qui est à peu près la moitié. Alors ils disent, la seule explication possible c'est le noyau d'uranium qui est le plus gros, quand il absorbe encore un neutron de plus, il ne devient pas radioactif comme les autres, il a tellement d'énergie qu'il se coupe en deux. Et donc ils inventent le mot fission. Et une de ses collaboratrices autrichiennes qui s'appelait Lise Meitner, elle qui était un peu la théoricienne du groupe, calcule que si effectivement c'est bien ça qui se produit, il y a à chaque fission un dégagement fantastique d'énergie qui peut être utilisé. Bon, pareil, le message passe à travers toute l'Europe. Regardez donc, alors là on arrive tout à fait en fin 1938. Et c'est en début 1939 que l'équipe française de Frédéric Joliot, on dit aussi parfois Joliot-Curie, c'est le même, eux c'était des physiciens, donc des gens spécialistes de détecteurs, ils confirment, oui, il y a bien fission de l'uranium, et en plus, savez-vous, au moment de la fission, il y a émission de nouveaux neutrons. Et alors tout de suite, il commence à gamberger, il dit, ces nouveaux neutrons, ils peuvent à leur tour être absorbés par un nouveau noyau d'uranium, faire une fission, etc., etc., réaction en chaîne, et de façon, si on arrive à contrôler la réaction en chaîne, eh bien à ce moment-là, on a une source d'énergie très puissante, très concentrée, et surtout une nouvelle source d'énergie. Et puis, si au contraire, on laisse la réaction en chaîne devenir exponentielle, c'est-à-dire une fission, 2 fissions, 4 fissions, 8 fissions, à la fin, on a un explosif très puissant. Alors finalement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire la fission? Eh bien, vous avez un gros noyau d'uranium que voilà. Alors c'est de l'uranium 235. C'est celui qui fissionne le plus facilement. Arrive un neutron. Alors souvent on dit le neutron attaque, vient faire exploser le noyau. C'est pas ça. C'est l'inverse. C'est le noyau qui était à l'affût, il avale le neutron, et puis il commence à avoir une espèce d'indigestion. Donc il se déforme dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le modèle de la goutte d'eau, si vous voulez. Puis à un moment donné, c'est tellement instable que boum. Alors je vais peut-être les mettre en noir pour que ça ressemble. Vous avez 2 produits de fission qui ne sont pas de la même taille, c'est pour ça que je ne les fais pas tout à fait pareil. Beaucoup d'énergie, je vais la mettre en rouge. Voilà. Et des nouveaux neutrons, donc ils étaient bleus, mes neutrons, je les fais toujours bleus. On va en mettre 2 ou 3, qui à leur tour peuvent aller chercher un nouveau noyau qui les attend un peu plus loin. Voilà le mécanisme de la fission. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? La fission ne marche qu'avec quelques noyaux très lourds, uranium ou plutonium. Elle dégage beaucoup d'énergie. Alors ça, c'est important à avoir des ordres de grandeur en tête. Si vous voulez, la fission de 1 gramme d'uranium ou de plutonium, c'est pareil. Ça vous fait plus d'énergie que la combustion complète de 1 tonne de pétrole. Donc vous voyez, quand je dis que c'est plus concentré, vous avez un facteur 1 million entre 1 gramme et 1 tonne. En revanche, vous voyez bien que quand c'est terminé, il vous reste 2 produits, ce qu'on appelle des produits de fission, les 2 morceaux de la fission, et eux sont en général radioactifs. Alors, du fait qu'il y ait ces produits de fission, on a deux problèmes. D'une part, on a réussi effectivement à avoir une nouvelle source d'énergie. C'est plus du charbon, c'est plus du gaz, c'est plus du pétrole. C'est quelque chose de nouveau. Une énergie très concentrée. Mais les produits de fission vous font 2 problèmes. Un, ils sont radioactifs, donc ils se désintègrent doucement en dégageant de la chaleur. Quand vous arrêtez la réaction en chaîne, vous dites ça y est, j'ai plus besoin d'électricité, vous introduisez dans le cœur un produit qui absorbe les neutrons, ça arrête la réaction en chaîne, mais les produits radioactifs qui étaient déjà dans le cœur continuent à émettre de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, et celle-là, il faut continuer à l'évacuer, à la refroidir pendant plusieurs jours après l'arrêt du réacteur. Et puis deuxièmement, quand on a retiré le combustible du réacteur, dedans il y a encore tous ces produits de fission, et c'est eux les déchets radioactifs, et il faut les conditionner et les gérer pour que
leur radioactivité ne crée pas de nuisance au public. Donc vous avez là deux notions nouvelles, puissance résiduelle, désolé, je gribouille, la radioactivité, c'est une propriété du noyau des atomes. Alors les atomes, vous le savez, c'est ce qui constitue la matière, qui constitue les gaz, les liquides, les solides, nous, sous forme de molécules ou sous forme de cristaux. Comment est fait un atome? Un atome est fait d'abord d'un assemblage de petites particules lourdes qu'on appelle les protons et les neutrons. Alors, ils ont la même masse et à eux seuls, ils rassemblent toute la masse de l'atome pratiquement. Les neutrons n'ont pas de charge électrique, les protons ont une charge électrique, et comme l'atome est neutre, eh bien, très loin de lui se baladent des petites particules qui, elles, n'ont pratiquement pas de masse, qu'on appelle les électrons. Les électrons ont une charge négative qui est exactement la même que la charge positive du proton, et il y a autant d'électrons que de protons. Alors les protons sont importants parce que c'est eux qui déterminent la nature chimique d'un élément. Un élément est défini par son nombre de protons, donc qu'on appelle Z. Mais en revanche, le noyau, sa masse est définie par le nombre total de protons et de neutrons. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse atomique et on l'appelle A. Et donc, pour définir un élément, un isotope, ça veut dire un même élément chimique mais qui n'a pas le même nombre de neutrons dans le noyau. Eh bien, on définit effectivement, on l'appelle quelque chose, on va l'appeler X si vous voulez, qui a Z protons et A protons plus neutrons. Alors, ça commence par le corps le plus simple, c'est l'hydrogène. Ben lui, il est très simple, il n'a qu'un seul proton, il n'a pas de neutrons du tout. Donc, on note l'hydrogène avec une charge électrique et simplement une masse de 1. Et puis ensuite, si vous voulez, on passe à l'hélium qui, lui, a 2 protons et 4 protons plus neutrons. On continue comme ça, disons le carbone qui sert beaucoup, eh bien le carbone, il a 6 protons et un nombre total protons plus neutrons de 12. Si bien que si on commence à mettre sur une figure que je trace comme ça, les différents noyaux en fonction du nombre de protons et du nombre de neutrons, c'est-à-dire cette fois-ci ce sera A moins Z, on commence à placer les éléments au début sur une diagonale. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, bon, l'hydrogène c'est un peu à part, il n'a pas de neutrons. Mais tout de suite après, on vient là, l'hélium, le carbone, l'oxygène. Au début, ça commence comme ça. Mais ensuite, l'ensemble des noyaux qu'on trouve dans la nature ne suit plus la diagonale. Plus un noyau est lourd, plus il a plus de neutrons que de protons. Vous voyez, les protons qui sont chargés positivement auraient tendance à se repousser. Donc, pour faire un noyau, il faut lui rajouter des neutrons qui sont un petit peu la colle qui les tient ensemble. Mais plus il est lourd, plus il faut de neutrons. Alors ça, ce sont les noyaux stables. On appelle quelquefois ça la vallée de stabilité, si vous voulez. Et puis, autour de ça, il y en a bien d'autres qu'on trouve dans la nature ou qu'on fabrique, qui sont, eux, en dehors de la zone stable. On va mettre cette espèce de plume tout autour. Et ceux-là, ceux qui ne sont pas sur le noir, ils sont instables, c'est-à-dire que soit ils ont trop de protons, soit ils ont trop de neutrons, soit ils ont trop d'énergie, soit ils ont trop des deux. Et alors, ils cherchent à rejoindre la stabilité, c'est-à-dire à revenir sur cette courbe-là. Alors, s'ils sont très lourds, ils vont se débarrasser à la fois de neutrons et de protons. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha, c'est-à-dire qu'ils vont éjecter à la fois 2 protons plus 2 neutrons, comme un noyau d'hélium qui est là.
S'ils ont trop de neutrons, ce qui est souvent le cas, et qui se trouve par là, si vous voulez, eh bien, la façon de se rapprocher de la stabilité, c'est de transformer un neutron en proton. Mais comme le neutron était neutre, s'il se transforme en proton, il faut aussi qu'il éjecte un électron. Et cet électron-là, c'est un rayonnement aussi, et on l'appelle bêta, même bêta moins. Et puis, si vraiment il y a le bon nombre de protons, le bon nombre de neutrons, mais que pour une raison ou pour une autre, le noyau a trop d'énergie, il est excité, alors cette fois-ci, il se débarrasse de ce trop-plein d'énergie-là, non pas en envoyant des particules, mais en envoyant un rayonnement qui est comme des rayons X en plus énergétique, si vous voulez. C'est des photons, donc qui n'ont pas de masse, mais qui transportent de l'énergie. Et donc, alpha, bêta ou la troisième sorte qu'on appelle gamma, donc quand il transmet un neutron, ce sont les trois formes classiques de radioactivité. Ça peut être naturel. Dans la nature, il y a plein d'éléments qui ne sont pas stables et qui cherchent à se rapprocher, qui sont radioactifs. Ça peut être artificiel, si on en a créé aussi. Mais vous voyez qu'il soit naturel ou artificiel, en fait, c'est les mêmes rayonnements qu'ils émettent. S'ils sont très lourds, alpha, sinon bêta ou un mélange de bêta et de gamma. Alors, ce qui caractérise la radioactivité, c'est une propriété très étonnante. Pour chaque noyau, il y a une durée très précise qui est la durée qu'il faut pour que la moitié d'un tas de noyaux se soit désintégré. C'est ce qu'on appelle la période radioactive, ou quelquefois on dit la demi-vie. Et cette période peut être très variable suivant les noyaux. Ça peut être des millisecondes à des milliards d'années. Mais en revanche, elle est très précise. Et puis aussi, c'est un phénomène bizarre qui fait que si vous étiez capable de voir un noyau avec un gros microscope, et on vous dit celui-là, il ne va pas durer longtemps, sa période c'est de 2 millisecondes. Ben, peut-être que vous allez le regarder pendant un siècle, et lui, il ne voudra pas changer. Mais en revanche, si vous en regardez 1 milliard, alors là, vous savez avec une précision énorme, quand il vous en restera plus que 500 millions. C'est ça la période, et cette période est caractéristique noyau par noyau. Donc vous voyez, la radioactivité, c'est ça, ce sont des noyaux ou naturels ou fabriqués, artificiels, qui ont des excès d'énergie ou des excès de matière et qui s'en débarrassent pour rejoindre la stabilité. Les produits radioactifs émettent des rayonnements quand ils se désintègrent. Ces rayonnements, ça peut être des particules, ça peut être simplement des rayonnements comme des rayons X très durs, mais ils sont tous appelés ionisants parce qu'ils ont assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes qu'ils rencontrent. Et c'est là où il y a des problèmes avec l'action des rayonnements sur les tissus vivants. Parce que vous savez que notre corps est fait de cellules. Dans ces cellules, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a le fameux ADN. C'est une espèce d'énorme molécule repliée sur elle-même qui a des milliards d'atomes. Et donc, c'est une grosse cible. Et donc, les rayonnements ionisants peuvent aller perturber, attaquer la molécule d'ADN. Et donc, il faut s'en protéger. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand une molécule d'ADN est attaquée? Il faut savoir qu'elles sont attaquées tout le temps, et pas seulement par les rayonnements ionisants. Elles sont attaquées par le fait qu'on respire, par le fait qu'on mange. Ce faisant, on émet de l'oxygène naissant qui va attaquer tout ce qui se trouve autour. Donc, une grosse cible de 1 milliard d'atomes comme la molécule d'ADN, ça se fait sans arrêt attaquer. C'est même incroyable. Si vous voulez, chaque cellule de notre corps a son ADN attaqué 20 000 fois par jour. Autant vous dire que ça veut dire qu'il y a des mécanismes de réparation qui sont extrêmement efficaces. Et les radiations, c'est un des modes d'attaque. Donc la plupart du temps, l'ADN a un brin cassé, si vous voulez, et il se répare, et tout le monde est content. S'il ne se répare pas ou s'il se répare mal, la plupart du temps, la cellule s'en rend compte, et alors c'est assez intéressant, elle se suicide. Ça s'appelle l'apoptose, et c'est un mécanisme très important. Donc, où la réparation a marché, parfait, ou la réparation n'a pas marché, mais la cellule s'en est rendue compte, parfait. Dans certains cas, elle refuse de se suicider, et à ce moment-là, quand elle se multiplie, elle multiplie un ADN abîmé, et c'est comme ça que ça fait des proliférations cancéreuses. Donc, là, les radiations, finalement, leur risque à long terme, c'est effectivement
de créer des cancers. Alors, les radiations font peur parce qu'elles sont invisibles, elles sont inodores. Mais d'un autre côté, on les détecte avec une précision qui est incroyable. Je prends un exemple. Vous avez tous vu ces superbes images de cerveau comme ça, là, où on voit ça s'allume quand on est en train de bouger le petit doigt, ça s'allume quand on est en train de lire du chinois, etc., etc. Comment c'est fait? Eh bien, c'est fait en injectant volontairement un sucre qui est chargé avec un élément radioactif particulier, et cet élément radioactif particulier, quand il se désintègre, il envoie, tac, dans deux endroits, un électron et un électron positif. Et tout autour du crâne de la personne qu'on étudie, il y a des couronnes de détecteurs qui font clic quand les électrons arrivent, et d'après le décalage entre l'un et l'autre, on peut savoir exactement où était la désintégration. Le cerveau a besoin de beaucoup de sucre, et donc quand vous avez des désintégrations, vous savez quelle est la zone du cerveau qui est activée quand vous bougez votre petit doigt ou quand vous lisez du chinois. Ça veut dire qu'on est capable de détecter les désintégrations une à une et de les compter. Alors que si vous cherchez dans cette pièce un poison chimique, eh bien vous détecterez au mieux des milliards de molécules. En dessous, vous ne savez pas. Donc la radioactivité, les rayonnements ont cette caractéristique, on ne les voit pas, mais on peut les détecter de façon extrêmement précise. Quand on les a détectés, quand on sait où ils sont, eh bien c'est facile de s'en protéger. La première précaution, c'est vous ne vous approchez pas. Si vous restez à distance, ce n'est pas grave. Si vous êtes obligé de vous approcher, vous ne restez pas longtemps. Donc vous n'avez pas le temps de vous faire bombarder assez longtemps. Et puis si votre métier vous force à rester longtemps près d'un endroit radioactif, eh bien vous mettez entre lui et vous un mur, alors une grosse plaque de verre, et vous pouvez tranquillement, elle arrête tout, ou il y a par exemple des réacteurs qui fonctionnent dans une piscine. Le réacteur à plein pot, si vous voulez, émet tous ces rayonnements qu'il veut, les 6 mètres d'eau qu'il y a au-dessus du cœur arrêtent complètement tous les rayonnements. Donc la radioactivité, les rayonnements, on peut les détecter facilement, on peut s'en protéger facilement. Ce qu'il faut, c'est être sûr qu'ils ne bougent pas de là où on les a mis, où on les a trouvés, et ça, c'est le confinement. Alors maintenant, il y a plusieurs types de rayonnements. Les rayonnements alpha les plus lourds, comme ils sont très lourds, ils sont arrêtés par une feuille de papier à cigarette. Donc, comme ça, c'est pas grave. Les rayons bêta des électrons, ils sont arrêtés par une feuille d'aluminium, on va dire les 2 mm d'aluminium, ça les arrête. En revanche, les rayons gamma, qui sont des rayons X très durs, ils traversent, il faut les arrêter par 1,50 m de béton ou 6 mètres d'eau. Donc, pour chaque type de rayonnement, on peut avoir les écrans qui vont bien. Le tout, c'est effectivement d'avoir confiné, c'est-à-dire que la source radioactive soit identifiée et qu'on prenne les précautions qui vont bien. Alors, quelle est la dernière chose qui compte? Eh bien, c'est quel effet sur le corps. Et alors là, on va être obligé d'introduire des unités. Désolé, c'est ennuyeux les unités, mais sans ça, on ne peut pas s'expliquer. Donc, la première unité, c'est l'activité. Et ça se mesure en une unité qu'on appelle le becquerel. Alors un becquerel, c'est quoi? C'est une désintégration par seconde. Autant dire que c'est une unité extrêmement petite. Par exemple, nous sommes tous radioactifs. Eh bien, quelqu'un comme moi, un peu enveloppé, mon activité à moi, c'est 9000 becquerels à peu près. Dans mon corps, il y a à chaque seconde 9000 atomes radioactifs qui se désintègrent. Bon, ça ne m'empêche pas de dormir, et vous non plus, je pense. C'est pour dire le becquerel, c'est très petit, donc on est obligé de l'utiliser. Alors le becquerel, ça vous dit simplement la vitesse à laquelle quelque chose se désintègre. Ça ne vous dit pas quelle est la nature des rayonnements qu'il envoie. Par exemple, si je vous bombarde avec des balles de ping-pong ou des boules de pétanque, même si c'est le même rythme, ça ne vous fera pas le même effet. Donc le becquerel vous dit simplement le rythme du bombardement, en quelque sorte. Il ne vous dit pas ce que c'est. En revanche, l'effet physique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous recevez, eh bien on l'exprime cette fois-ci en Gray. Alors c'est la dose en Gray. Alors le Gray, c'est des unités normales, c'est-à-dire l'unité d'énergie par l'unité de masse, c'est 1 joule par kilo. Mais c'est une unité physique, ça ne rend pas compte des dégâts biologiques.
parce qu'on sait bien que nos organes ont des sensibilités différentes au rayonnement. Le bout des doigts est moins dangereux que les organes sexuels. On sait en plus que cette fois-ci, si c'est les balles de ping-pong ou les balles de pétanque, ça ne fait pas le même dégât. Donc on est obligé de convertir cette unité physique en unité biologique, donc qu'on appelle dose équivalente, et qu'on appelle en sievert. Alors le sievert, c'est un grès dans lequel on a mis des petits facteurs pour corriger en fonction de l'organe qui est irradié et du type de rayonnement qui arrive. Et c'est le sievert qui a un sens médical. Alors par exemple, la radioactivité naturelle à laquelle on est exposé dans le bassin parisien, qui n'est pas très radioactif, c'est 2,4 millisievert par an. Et puis, comme on va tous chez le médecin ou chez le dentiste, si vous font de temps en temps des rayons X, on se rajoute 1 millisievert par an d'examens médicaux. Bon, c'est pour donner une idée. Donc, toutes les installations nucléaires d'un pays n'ont pas le droit de rajouter au public moyen plus de 1 millisievert par an. Donc, on reste à des niveaux qui sont, vous voyez, très faibles. Donc, activité Becquerel, dose équivalente, celle qui vous donne le sievert ou plus souvent millisievert. Alors, il y a une dernière chose à voir, c'est que quand vous êtes irradié de l'extérieur, vous avez une exposition au rayonnement, mais si par hasard vous avez respiré ou avalé des produits radioactifs, ils vous exposent de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la contamination, et c'est pourquoi les événements qui vous envoient des rayons alpha, tant qu'ils sont à l'extérieur, ce n'est pas grave, parce que même la peau morte de votre épidème arrête les alphas. Mais s'ils sont dans votre poumon, et s'ils y résident, alors là, ils peuvent vous faire des dégâts différents. Donc vous voyez, bien voir, exposition extérieure ou contamination qui vous fait une exposition intérieure. Mais le tout, des sieverts ou des millisieverts.